J'ai accepté de participer à votre projet pour plusieurs raisons. Vous voulez mettre en valeur des femmes qui sont issues de milieux différents, si on veut, donc la diversité culturelle, la diversité religieuse. Donc ça aussi, c'est venu me chercher. Puis je trouve que en ce moment au Québec, c'est super important de parler de ces deux sujets-là, donc autant des femmes que de la diversité. C'est souvent des sujets qui font l'actualité, malheureusement pour les mauvaises raisons. Donc je trouvais que c'était un projet intéressant qui permettait de mettre de l'avant ces deux thèmes-là ou ces deux sujets-là pour les bonnes raisons, justement. Donc ça permettait de les mettre en valeur de belle façon. Donc c'est surtout ça qui est venu me motiver. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas réalisé que j'étais la première femme noire de l'humour jusqu'à ma photo de finissant. Alors, j'étais à la présidence du Conseil des Montréalaises pendant 6 ans. Je regardais les photos des anciens présidents. Puis je me suis demandé, y avait-tu une femme au moins là-dedans? Puis je regarde, je retourne en arrière. C'est 1990, 1980, puis je reviens. Puis j'étais comme, j'ai regardé une première fois, j'étais comme, voyons. Il y a quelque chose de bizarre là, comme je comprenais pas encore. Deuxième jour, je suis repassée. Troisième jour, je suis comme, ok, ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air, on dirait que s'il y a une photo d'une femme noire là, je pense que ce sera la mienne, puis il n'y en a pas d'autre. Puis je fais, mon Dieu, il n'y a jamais eu de femme. Puis c'est là que j'ai réalisé que, en effet, lorsque j'ai accepté la nomination, que ça allait en même temps marquer une période de l'histoire à Montréal. Et puis, lorsque je l'ai constaté, ça a été un grand moment de fébrilité parce que je réalisais la responsabilité que ça représentait par rapport à l'histoire des femmes à Montréal et puis une responsabilité qui me dépasse, en fait. C'est sûr que, je disais, les tâches de la présidence sont importantes et puis j'espère être à la hauteur de ce poste-là, mais je comprends qu'à travers ma nomination, ça incarnait quelque chose d'autre aussi au niveau de la représentativité, au niveau des luttes aussi féministes pour avoir plus de femmes dans les instances décisionnelles. Puis je me suis dit, ça va être ça mon concept. Je l'ai écrit, puis je m'attendais pas à ce que ça devienne ce que c'est devenu. Je m'attendais, pour moi, c'était juste une réalisation. Je l'ai réalisé en même temps que les autres personnes l'ont réalisé. Ben, j'ai pas vraiment pensé à ça quand je me suis lancée, que je serais la première femme à syndiquer. C'était pas quelque chose à laquelle OK, on va le faire parce qu'il n'y avait pas un avant, mais des fois, ça me frappe encore. Je n'ai pas réalisé encore à quel point c'est important. En 2002, quand je suis rentrée au SPVM, à l'embauche, on m'a dit que « Maï, t'es vraiment la première vietnamienne. » J'étais vraiment étonnée parce que je me dis, on est à Montréal, il y a beaucoup de communautés ethniques. Je pouvais pas concevoir le fait que je disais « Ah oui, je suis vraiment la première. » J'étais étonnée, mais aussi fière en même temps. J'étais « Wow, je suis vraiment la première. » Donc, j'étais fière, mais ça m'a donné aussi un peu de pression parce que je voulais bien représenter la communauté vietnamienne aussi. Je pouvais pas vraiment faire d'erreur ou faire honte à ma communauté. Donc ça m'a donné un petit... OK, il faut que tu sois sharp tout le temps. Tout ce que je fais, c'est vraiment pour inciter les jeunes filles de la diversité à prendre leur place. C'est vraiment ça mon objectif. Quand je fais des panels sur la santé mentale, je suis presque toujours en minorité. Je suis souvent comme la seule personne noire sur le panel. Donc, c'est sûr que je ressens une certaine pression parce que je représente pas tout le monde. Puis, c'est pas nécessairement tout le monde qui a un problème de santé mentale qui va se sentir capable de faire les choses que je fais non nécessairement. Donc, je trouve ça difficile à conjuguer parce qu'il n'y en a pas
je connais pas vraiment d'autres qui prennent la parole sur ce sujet-là, donc c'est sûr que je ressens une certaine pression par moment. Mais en même temps, j'aime ça m'exprimer puis raconter mon histoire, en espérant que ça aide le plus de personnes possible. Mais c'est sûr que si le fait d'être toujours en minorité, c'est comme si je parlais au nom de tout le monde, alors que c'est pas ça du tout. Et donc, le signal que ça envoie, c'est qu'on doit continuer à militer puis à travailler pour que plus de femmes accèdent à ces instances-là. Plus de femmes issues des minorités, plus de femmes autochtones, plus de femmes en vivant en situation de handicap, plus de femmes issues des réalités intersectionnelles doivent accéder à ces instances-là. Et c'est le signal que je pense que ça envoie lorsque j'ai été nommée à la présidence. La psychoéducation a été fondée au Québec. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a attirée aussi parce que je me suis dit, ça part d'une réalité qui est québécoise. Donc, c'est une façon de travailler qui est entre la psychologie et le travail social, si on veut. On travaille différemment des psychologues. On travaille autant en groupe, à domicile. Donc, nous, on va se déplacer dans le domicile, l'élément naturel de l'enfant, la classe, la maison. Moi, j'ai reçu un diagnostic de bipolarité quand j'avais 17 ans. Puis j'avais des symptômes depuis que j'étais enfant, là, fait que ça a duré comme longtemps, là, que j'étais pas bien. Puis aussi avec l'intimidation que je vivais, mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans aussi, fait que ça fait comme si j'étais pas bien à l'école puis j'étais pas bien à la maison, puis il y a comme t'es comme pas bien partout où tu vas, genre. Donc ça a été tough, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'ai eu accès à des professionnels, j'ai eu accès à du soutien, j'ai eu accès à de la médication, j'ai eu accès aussi à si j'ai changé d'environnement, j'ai été au cégep dans un programme qui m'intéressait. Puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est que je savais où est-ce que je voulais aller dans la vie. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. J'ai fait le projet à Saint-Maxime, à l'école Saint-Maxime à Laval, des filles et des ponts. Ça traite vraiment du fait que que c'est peu adressé, mais que les adolescentes immigrantes, toutes cultures confondues, peuvent vivre une double crise identitaire. Donc, à travers la recherche scientifique, c'est pas hyper documenté, mais c'est quand même là. Et moi, je suis partie de mon expérience de vie pour me dire, il y a quelque chose à ce niveau. Peut-être que c'est pas dans la littérature, mais moi, je le sens. Et sur le terrain, avec les jeunes filles, là, je l'ai vraiment ressenti. Il y a eu une connexion qui s'est faite avec les adolescentes à Saint-Maxime et ça m'a beaucoup inspirée. Ces filles-là m'ont beaucoup, beaucoup inspirée. Et donc, c'est là que j'ai pu entendre parler, par exemple, une jeune fille qui avait perdu sa virginité. Pour elle, c'était irrécupérable. Elle perdait son honneur, etc. Mais d'avoir l'intervention d'une femme de la communauté qui lui dit, qui lui adresse le problème, puis qu'on en discute, puis qu'on réussit à redéfinir ce qu'est l'honneur pour une femme, autrement que par ton hymen, ben pour moi, c'était comme si j'avais accompli quelque chose de immense. Donc, ça me motive énormément. Je suis d'origine vietnamienne. Je suis née au Vietnam. Une fois que ma mère est décédée, mon père il a dit « C'est pas vrai que je vais élever les 4 enfants en si jeune âge dans un pays communiste et dans la pauvreté. » Donc, mon père il a pris le risque. On s'est enfui en bateau. On est comme genre des beaux pipeaux. Donc, on était 4 enfants avec le bébé. Puis les camions rouges, ils ont tiré sur mon père. Ils ont tiré sur sa jambe. Puis... Mais c'est tout ça, là, ça s'est passé, mais je m'en souviens pas. Ce qui est impressionnant, c'est que quand j'ai tiré pour la première fois à Nicolet, c'est à l'École nationale de police, quand j'ai tiré, le coup du canon est sorti, c'est comme le flash. Je vois la mer, je vois mon père en sang, je vois l'eau avec plein de sang, puis je vois ma soeur qui est tombée dans l'eau. J'avais déjà vu des artistes autochtones dire ça, que être autochtone, c'est politique. Puis, à bien y réfléchir, c'est absolument politique dans le sens que c'est juste au sens de la Constitution. Il y a déjà une loi qui existe pour définir et encadrer l'identité autochtone. Puis dans les communautés, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui sont pas capables d'imaginer une vie sans la loi sur les Indiens. Et ça, pour moi, c'est un grave problème. C'est une grave conséquence dans le sens que c'est comme si on pouvait pas imaginer notre liberté. Donc, la tuerie qui a eu lieu à Polytechnique, qui visait justement exclusivement les femmes, c'est sûr que je vais mentir si je dis que j'y ai jamais pensé en m'inscrivant en Polytechnique. C'est sûr que j'y ai pensé. Mais ça n'a jamais été un frein, ça n'a jamais été un obstacle à mon inscription. Mais même, je pense que ces victimes-là, elles seraient mortes en vain
si n'importe quelle fille voulait arrêter d'aller étudier à Polytechnique ou n'importe où, voulait s'empêcher de faire quelque chose qui est traditionnellement réservé aux hommes parce qu'elle est une femme. Ce tueur-là aurait gagné. 2012 a vraiment été, pour tourner mon parcours, 2012 a vraiment été l'année quand, c'était même un peu avant Idle et avant les grandes manifestations partout au pays. Déjà, depuis 2010, 19 ans, 20 ans, 21 ans, je me posais beaucoup de questions sur qui sommes-nous. Et en 2012, tout d'un coup, il y a eu les grandes manifestations. Fait que tout d'un coup, je me suis dit, maintenant, je sais qu'est-ce qu'on est, surtout après avoir passé autant de temps dans une sorte de léthargie qu'on nous a imposée puis qu'on a absorbée. Et là, tout d'un coup, tout explose, tout éclate. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Fait que 2012, pour moi, c'est vraiment, depuis ce temps-là, c'est comme, je réponds à tous les jours à cette question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qui me rend fière d'être femme, c'est la possibilité de faire partie d'un mouvement, la possibilité de développer des relations de solidarité avec d'autres femmes, la possibilité d'avoir des amitiés qui sont fondées sur des enjeux communs, sur des défis communs. Je pense qu'une chose qui, moi, m'inspire énormément lorsqu'on pense à être femme aujourd'hui, c'est la force du mouvement féministe, c'est la force du mouvement qui existe depuis des centaines d'années, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis rendue où est-ce que je suis, ce qui veut dire à travailler ici à l'Hôtel de Ville et puis de pouvoir occuper les fonctions. En fait, je dirais même, ce qui me rend fière, c'est ce courage-là que les femmes ont toujours démontré à travers l'histoire, une résilience qui dépassait, je veux dire, tous les défis que les femmes ont fait face dans l'histoire. Tu sais. Je peux même pas imaginer comment est-ce que des femmes avaient le courage de sortir dehors lorsque elles avaient même pas le droit, je veux dire, d'ouvrir leur propre compte de banque, ou elles avaient même pas le droit d'étudier et d'avoir la force de militer pour revendiquer cette égalité-là. J'ai une profonde admiration, en fait, pour cette histoire qui nous unit. À chaque fois qu'on met de l'avant l'histoire d'une femme qui a été oubliée dans notre histoire, de la mettre de l'avant et puis d'être capable de la valoriser, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fière. Tu sais. Les femmes ont autant contribué à l'histoire que les hommes, et même souvent plus. Lorsqu'un homme réussit ou gagne ou accomplit quelque chose, il y avait peut-être une quinzaine, une vingtaine de femmes derrière qui travaillaient fort et dont on n'a pas souvenu, on ne s'est pas rappelé de sa contribution. Et donc, ce travail dans l'ombre, où jamais est-ce qu'on a revendiqué assez une place importante, mais qu'aujourd'hui, on constate qu'il est important de créer cette place-là. Je pense que dans les dernières années, par les arts, le théâtre, la musique, la poésie, j'ai tellement découvert qu'est-ce qu'être une femme, puis que pour moi, c'est un pouvoir. Dans la philosophie autochtone traditionnelle, la terre est féminine. C'est juste un hasard qu'en français, on dise la terre. Mais elle est considérée comme une mère parce qu'elle donne vie à tout. J'ai un amour pour les femmes, j'ai un respect parce que je sais que c'est pas facile de faire sa place en tant que femme dans la société. Et c'est beaucoup plus facile d'être un homme. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être un homme dans la société d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Sortir, clubber, fumer, vivre. Tu ne subis pas la critique de la même façon, ne serait-ce que par les standards de beauté, ne serait-ce que par tout ce qui nous entoure. On ne vit pas le quotidien de la même façon qu'une femme. Je suis fière d'être femme parce que autour de moi, les plus grands symboles de force que j'ai eus, c'était toujours des femmes. Comme je vous ai dit tantôt, ma mère, si j'ai une personne que j'admire pour son courage et pour sa bravoure, c'est cette femme. Donc, et c'est elle aussi qui m'a appris, des fois, pas nécessairement, elle m'a pas mise assise pour me dire que voilà, c'est quoi, tu sais, voilà ton importance en tant que femme, voilà ce que tu vaux en tant que femme. Elle me l'a montré dans sa façon de faire, sa façon de vivre. Elle m'a toujours montré que être une femme, c'est aussi bien qu'être un homme. On n'est pas des suprémacistes. On n'essaie pas de battre tous les hommes de la nature, tu vois, d'être au-dessus d'eux-mêmes. On essaie d'être comme eux, puis de s'assumer entièrement de la façon dont on est. Elle m'a toujours dit, elle m'a toujours appris à... Comme mon frère a appris à faire à manger, moi, je sais comment défaire un pneu d'auto, comment défaire une panne. Tu sais, donc, elle nous a toujours montré l'équité dans tout ce qu'elle a fait. Donc,
J'ai jamais voulu être un homme. Je me suis toujours assumée en tant que femme. Parce que ma mère, ma sœur, les femmes dans mon entourage sont toujours assumées elles-mêmes en tant que femmes, entièrement, avec leurs forces et avec leurs faiblesses. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens en fait, mais pas des femmes, des gens qui ont changé de siège parce que je me suis assise à côté d'eux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que je rentre dans un magasin pour magasiner comme tout le monde. Mais que bizarrement, le ou la commis, c'est derrière toi qui marche. Puis il te dit, je peux vous aider madame? Je peux vous aider madame? Ah ok, vous n'avez pas besoin? Ok d'accord, je vais la déposer ici. Je vais comme, mais est-ce que tu peux me laisser magasiner? Tiens, il y a 10 personnes dans le magasin, il y en a 30. Pourquoi tu marches derrière moi? L'année passée et celui d'avant, le Conseil d'Outremont avait passé à travers interdire tous les nouveaux lieux de culte à Outremont. Les 2 dernières heures qui restaient, c'était Bernard et Laurier. Et là, le Conseil avait procédé à une interdiction totale. Et là, c'était vraiment, vraiment dur parce que être refusé un droit tellement basique, d'être capable de prier, d'être capable d'exercer mon droit de religion, c'est quand même frappant. À la fin de la journée, d'aller sur Facebook pour te changer les idées, mais qu'encore là, tu consommais des commentaires racistes, des commentaires qui te... Je veux dire, tu sais, même tu ne veux pas regarder, tu finis par regarder, la curiosité est là, tu veux quand même savoir à quel point on te déteste ou à quel point on t'aime dans la société. Puis tu sais, tu veux comme tenter le terrain, de voir on est rendu où au niveau, genre sur le barème de la haine, on en est où? Oups, Gérard, il dit qu'on est à 10, ok, parfait, j'arrête de lire, j'arrête là. J'étais dans la classe d'accueil, puis je comprenais pas le monde, les gens qui me disaient... Ben, ça m'a affectée à ce moment-là, je m'en rappelle encore, ils me disaient « Ching, ching, les Chinois ». Je comprenais pas, tu sais, j'étais comme « Mais je suis pas chinoise, moi, je comprends pas ». Là, ça m'a blessée. En ce qui concerne le débat sur la charte, j'ai trouvé ça extrêmement blessant parce que j'ai eu... Puis surtout que ça aurait pu toucher les enseignants. Donc moi, j'aurais pu, si la charte avait été adoptée, j'aurais pu carrément perdre mon travail si j'avais décidé de garder mon voile. Et ça, je trouve ça extrêmement blessant parce qu'on met de côté mes compétences à enseigner ou mes compétences à faire correctement mon travail pour mon apparence. C'est complètement dérisoire, c'est arriéré. Donc, c'est très blessant de penser que quelqu'un pourrait m'enlever mon travail ou me faire perdre mon travail pour une raison d'apparence. C'est carrément superficiel. Donc, c'est sûr que c'est venu ça m'a blessée, mais de manière générale, la réponse et la solidarité de la population québécoise est venue mettre un baume un peu sur ma blessure par la suite parce que les gens ont clairement dit non à la charte. En début de session, je vais faire remplir un questionnaire anonyme à mes étudiants pour apprendre à les connaître davantage. Et il y a un étudiant qui a répondu à une question qui n'avait aucun rapport. Là, la question, c'était, je pense, dans quel génie tu veux t'inscrire ou quelque chose comme ça. Qui a écrit « Je ne comprends pas pourquoi les enseignantes voilées sont admises dans les universités. » Donc, il avait une question à poser et moi, j'ai une réponse à lui donner, mais je ne pouvais pas le faire. Donc, j'aurais voulu qu'il vienne me voir directement, j'aurais voulu qu'il me la pose directement pour qu'on puisse discuter, parce que je suis quand même ouverte à la discussion et je préfère justement qu'il vienne me poser la question que qu'il se fasse une idée tout seul ou qu'il se trouve une réponse tout seul qui ne serait pas une réponse qui correspondrait à ce que moi je lui aurais répondu. Dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de la même mentalité ou du même comportement, ben, tout de suite cette personne-là est mise à l'écart naturellement. T'sais, les gens ne remarquent même pas ça. Je dirais que les gens avec qui je travaillais n'ont même pas remarqué qu'on me parlait pas, qu'on m'infantilisait, que pour eux j'étais trop jeune. Puis je pense qu'il y a le fait aussi que je sois une femme. Qui mettaient tout ça, qui mettaient tout ça dans leur tête, puis qui faisaient qu'ils agissaient comme ça avec moi. Mais s'il y a de la discrimination, c'est parce que les gens sont pas habitués à vivre avec des gens différents d'eux, de différentes mentalités, d'origines, façon de penser, manière de fonctionner. Mais lorsque l'attaque se faisait sur mes origines,
je devenais un petit peu plus froide, là, tu sais. Puis, je me créais une barrière. Mais en même temps, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, le silence n'est pas une réponse, tu sais. Puis, si c'était quelque chose qui se reproduiserait, clairement que je prendrais le temps de m'asseoir et puis je prendrais le temps de répondre. Et puis, de trouver une façon de développer un dialogue pour être capable de, en fait, de remettre en question ce genre de critiques-là gratuites, et puis qui étaient aucunement fondées sinon que par les origines ethniques d'une personne. Les gens, dès qu'ils réalisent, ah, OK, vous êtes normal, on peut vous parler, puis on peut en discuter des choses qui nous intéressent, tout, mais là, ça change tout. Et voir ça, voir les interactions par la suite, c'est vraiment intéressant. On est toujours, quand je dis on, je parle des femmes noires, d'accord? On a souvent été, et je parle de mon histoire aussi, vues comme des femmes agressives. Alors qu'on est passionné, c'est très différent. Quand on me voit, elle est comme, ouais, mais cette femme-là, elle a de l'attitude. Non, je parle fort parce que je suis passionnée. Je parle fort parce que ça me tient à cœur. Il n'y a plus jamais de personne qui va me dire, t'as de l'attitude. Non, j'ai pas de l'attitude, je suis passionnée. Oh ouais, t'as l'air d'être agressive. Non, je suis pas agressive, j'ai beaucoup d'énergie. Non, comme, hey, quand elle vient, tu sens qu'elle est là. Ben oui, c'est la présence créole, chérie. C'est ça, là. C'est vraiment ça. Il n'y a pas 1000 façons de surmonter la discrimination. Ça te rentre dedans, ça te fait pleurer, puis après ça, tu te dis, j'ai deux choix, m'effacer ou prendre ma place. Un conseil que je donnerais, ça serait celui de développer un réseau. De développer un réseau de femmes, de jeunes engagées, féministes comme elles, avec qui elles peuvent développer des projets, puis avec qui elles peuvent grandir, partager des idées, être confrontées aussi à des moments de défis, mais avec qui elles peuvent partager ces défis-là. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus fait grandir et qui m'a en fait le plus aidée. Je leur dirais de se trouver des mentors, des gens sur qui ils peuvent compter, à qui ils peuvent se confier, demander conseil ou juste avoir un peu de guidance. Puis aussi de juste le faire, de pas hésiter à le faire. Il y a tellement de causes dans lesquelles on peut s'impliquer. Je pense que c'est juste de trouver la cause qui est importante pour soi. Puis je dirais aussi de penser à elle aussi en le faisant parce que je connais beaucoup de gens qui s'impliquent, qui s'y brûlent, qui militent beaucoup, puis qui sont vraiment épuisés parce qu'ils font passer les autres avant eux-mêmes souvent. Mais c'est important de prendre le temps pour soi, pour pouvoir faire ça le plus longtemps possible de manière saine. Fait que je pense que c'est un peu ça que je leur dirais. Moi, je vous dis simplement, les filles, croyez en votre rêve. Si c'est ça que vous voulez faire, foncez. La détermination, crois en vous. Parce que tout est possible quand on y croit, puis quand on donne l'énergie. Donc, les filles, ben c'est ça que je vous dis. Le temps coule, le temps file. Il me reste peut-être 30-40 ans de vie. Je dois vivre pour moi. Donc, si tu as été dans un domaine qui ne te ressemble pas et que tu as toujours eu l'impression d'être un imposteur dans ta propre vie parce que tu réalises une carrière, tu réalises une vie, un mariage ou peu importe, qui ne te ressemble pas, qui n'est pas toi, ça va finir par te rattraper. On ne peut pas se convaincre qu'on est heureux quand on vit la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas ta vie à toi, tu n'es pas heureux de ta vie à toi. La personne, ta mère, ton père sont heureux de la vie que tu as faite pour eux. Mais à quelque part, il y a ta vie à toi, il y a ton identité à toi, ta place à toi. Et ça, on a le droit, tout le monde a le droit d'avoir envie d'être lui-même. Donc, je dirais ça pour une fille qui est dans une carrière qui n'est pas à elle, une fille qui porte le hijab mais qui voudrait l'enlever puis elle a peur de ce que les gens vont dire, une fille qui voudrait mettre le hijab puis elle a peur de ce que la société d'accueil va dire. Fais ta vie, vis ta vie. Jamais perdre de vue ma propre valeur. Et je pense que c'est ce que je dirais à toutes les jeunes filles qui veulent s'impliquer, dans le sens que on peut tellement être critiqué, on peut tellement voir toutes sortes de points de vue différents. On peut voir beaucoup de points de vue négatifs aussi, qui ne sont pas constructifs. Et il ne faut pas se fier à ça, dans le sens que... Il ne faut pas se fier à ça. Il ne faut pas qu'on se sente rabaissé. Il ne faut pas qu'on se sente diminué, effacé. Et je pense que même au moment où on est vraiment effacé, quand on connaît vraiment sa valeur, on va faire en sorte que d'imposer sa présence ou d'imposer justement sa personne, sa personnalité, sa manière de penser. Donc, soit notre personne, nous, ce qu'on est, il ne faut jamais
de perdre de vue, parce que c'est ça qui nous donne la force d'avancer, je pense.